Bienvenue, nouvel épisode de La Coupure. Aujourd'hui, je reçois le cofondateur de la marque 1745, Alexandre. Salut Alexandre. Salut Aurélien. Déjà, merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Merci de ton invitation. En plus, c'est tu nous le diras, mais c'est la première fois que tu fais un podcast, donc nouvel exercice pour toi. Exactement. On va pas perdre les bonnes habitudes, comme à chaque fois. J'aime bien que l'invité se présente. Tu nous dises un peu qui t'es, ton parcours, parce que je crois que tu viens pas du tout de ce monde-là, de ce que j'ai vu. Voilà, dis-nous-en un peu plus sur toi. En fait, c'est assez intéressant parce que je viens pas de ce monde-là, de la restauration, mais en même temps, je viens du monde de l'apéro. Donc en fait, c'est complètement cohérent par rapport à mon métier d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, en fait, donc moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans. Ouais. J'ai fait des études commerciales, j'étais à l'université, formation plutôt commerciale. Et puis, j'ai fait mes 6 ans d'apprentissage en parallèle de mes études. Okay. Donc, j'ai travaillé dans des gros groupes, AXA pendant 4 ans, puis Orange pour mes 2 dernières années. Okay. Donc, en fait, j'ai eu une vision de l'entreprise assez vite, tout de suite à la sortie de mon bac. Super expérience, j'ai adoré travailler, c'était hyper formateur. Et puis, l'idée de monter ma boîte est venue petit à petit. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, j'ai déjà un bagage de 6 ans, je commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble, je ne me projetais pas forcément, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la sortie des études. Okay. Et puis c'est un moment, en fait, à la sortie des études, même si ce n'est pas encore engageant, il faut se positionner. On part sur un schéma ou un autre. Et donc la question s'est assez vite posée avec un copain, Alban. Okay. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en fait en septembre? C'était à peu près ça, quoi. On était diplômés Moi, j'étais diplômé en septembre. Mon contrat se terminait le 1er octobre. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Okay. Et donc, comme je pense, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, on s'est retrouvés à réfléchir autour d'une table, parfois dans des bistrots. À des idées venues d'ailleurs. Et puis, en fait, au moment où on refait le monde, et puis on finit par se dire que commander une planche dans un resto, c'est pas toujours l'éclate. Mm-hmm. Et donc, on est parti de ce constat simple qu'en fait, généralement, les produits étaient de mauvaise qualité. Mm-hmm. Et qu'en plus, tu n'avais pas le choix. Tu prenais éventuellement la fromage, la charcute. Ou la mixte. La mixte qui coûtait toujours beaucoup plus cher. Tu sais jamais trop pourquoi. Mais en tout cas, voilà, le choix, il était assez restreint. Et que sur les produits sur la planche que tu commandais, tu avais toujours quelque chose que tu prenais pas. Carrément. Soit parce que c'était dégueulasse, soit parce que ça t'inspirait pas. Enfin, voilà. Ouais, carrément. Et donc, on s'est dit, en fait, on va partir de ce best-seller de la planche et de la carte des restos, et on va en proposer un produit de qualité, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est comme ça qu'est né dans notre esprit le concept. Okay. Et donc, en fait, on s'est dit, on va faire un resto autour de la planche. Mm-hmm. Parce qu'on ne se voyait pas tenir un bar, en fait. On voulait vraiment créer quelque chose... où c'était le produit phare, c'était ça, quoi. Ouais. Pas une image de bar, une image de... Voilà. Okay. On voulait vraiment que les gens viennent manger une planche. Mm-hmm. Okay. Et en fait, c'est là, en fait, où on a créé quelque chose de nouveau. C'est qu'en fait, on s'est dit, les gens vont au resto pour manger une planche. Ce qui n'est pas forcément inné, en fait. On a... les premiers mois, en fait, on a un peu dû éduquer nos clients. Bien sûr. Quand les gens prenaient une planche, c'est qu'en fait, ils avaient décidé de boire un verre. Et puis en fait, on mange un bout et puis donc on s'achète une planche. Nous, les gens, ils viennent vraiment commander une planche, ils la composent, parce qu'en fait, notre concept, c'est qu'on a une quarantaine de produits à la carte, et les gens cochent sur une carte et ils disent, voilà, tiens, je vais prendre un peu de comté, un peu de jambon, etc. Voilà. Ouais. Et donc en fait, l'idée, c'est que les gens aient une sélection de produits évidemment de qualité, des choses très connues qu'on a sur toutes les planches, et puis des choses un petit peu plus de niche où les gens vont pouvoir découvrir aussi des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans la brasserie classique, justement. Ouais, carrément. Et donc en fait, c'est comme ça que l'idée est née. Donc on a ouvert ce premier resto dans les Batignolles en 2016. Donc en fait, quelques mois après ma sortie d'études. Et puis en fait, voilà, c'est l'histoire de copains. Donc c'est 3 copains, Alban, Yann et Alexandre, qui ouvrent leur premier resto. Et puis voilà, c'est le début d'une grande aventure qui dure maintenant depuis 8 ans. Incroyable, incroyable. Très très bien résumé. Et tu as dit beaucoup de choses vraies parce que je te le disais juste avant, mais je l'ai vécu en tant que client, justement, cette expérience où tu coches toi-même les produits. Et je trouve ça franchement super malin. Avant de rentrer juste dans le détail, parce que j'ai déjà des questions là-dessus, vous êtes 3 associés, c'est associés d'école ou c'est des copains que vous connaissiez comme ça et vous êtes dit ensemble, on lance ça? Alors en fait, aujourd'hui, donc, j'ai un associé qui est parti, Yann, qui est parti il y a 1 an, qui est allé voguer vers d'autres aventures entrepreneuriales.
Et en fait, c'est vraiment l'histoire alors, 2 copains à la base, en fait, Alban et un copain d'enfance. Ok. On a pas mal baroudé pendant nos jeunes années. Ok. Et puis, en fait, au moment de la création du projet, on s'est dit qu'il nous fallait un 3e larron. Ok. Et donc, Yann a rejoint la réflexion et ensuite, on a monté ensemble le premier restaurant. Ok. Et puis voilà, le chemin faisant, au bout de 7 ans, Yann est parti sur d'autres projets Ouais, bah, de toute façon, l'année dernière. je pense que vu l'énergie, à mon avis, ça prend ce genre de projet-là, ça peut s'entendre. Du coup, pour revenir plus sur votre concept, tu l'as dit, en fait, il fallait éduquer les gens, je pense, sur 2 trucs. La première, c'est que tu vas au bar et après tu te dis pourquoi pas je prendrai une planche et pas je vais prendre une planche et après pourquoi pas je prendrai une bière. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que il n'y a personne qui a, enfin, sauf si je dis une bêtise, alors, mais il n'y a pas de concurrent là-dessus, en tout cas à l'époque. En fait, c'est un peu ce qu'on disait en début de podcast, c'est qu'en fait, quand on a eu l'idée, on s'est dit mais putain, pourquoi personne le fait? On s'est dit mais en fait, c'est quand même pas très compliqué sur le principe. Bah ouais. Et ce que je me suis dit, pour info, la première fois que j'ai testé, je me suis dit mais attends, mais comment j'ai pas eu cette idée avant? Nous, tous nos potes nous disent mais en fait, on a l'impression que ça a toujours existé, ce truc-là. Ouais. Alors il y a 8 ans, quand on a quand même cherché de voir ce qui se faisait. On a fait un peu notre étude de marché, etc. Et aucun concurrent, aucune enseigne, aucun restaurant ne proposait un resto autour de la planche avec la possibilité de choisir ses produits. Donc c'est l'époque, il y a 8 ans, où il commençait à y avoir des planches plus de qualité. En fait, on a fait partie, je pense, avec le 1745, à l'apparition d'un mouvement un peu de fond où en fait où il y a des restos qui se sont dit on va commencer à faire de la qualité sur ces produits-là. Okay. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tu as plus de chances d'aller dans un resto et d'avoir de la qualité qu'il y a 8 ans. Okay. Et donc en fait, nous, on était parti un petit peu de ce constat-là et de se dire bah oui, en fait, on n'a pas réinventé l'eau chaude. On est parti d'un constat qui est très simple, mais en fait, personne n'avait saisi ça et aujourd'hui, on regrette pas du tout. Bien parce sûr. qu'il y avait un vrai marché. Ouais, donc en fait, aujourd'hui, les gens, ils viennent justement à la fois manger ces produits de qualité et puis passer un bon moment parce qu'en fait, c'est ça aussi derrière. Bien sûr. L'idée, c'est de faire vivre une expérience autour de la convivialité partagée. En fait, une planche, ça se partage. Donc c'est convivial. Et en fait, c'est ce que viennent retrouver les gens chez nous au 1745. Trop bien. Et par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que, enfin, sauf si je dis une bêtise, mais entre même 2016 et maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres concepts en fait qui soient forcément sortis de terre en fait là-dessus, ou qui se sont dit, bah attends, il y a un marché là-dessus justement, comme tu disais. Du coup, nous aussi, on va faire ce. Alors, on a quelques concurrents. Ok. Qui se sont lancés après nous. Ok. Qui sont très probablement venus chez nous d'ailleurs. Donc en fait, quand tu réalises ça, la première nuit, tu dors pas bien, tu te dis zut. Mais c'est bien, du coup. Voilà. Et en fait, effectivement, le surlendemain, tu réfléchis un peu et tu te dis à partir du moment où tu as des gens qui commencent à te copier, c'est que ton idée est peut-être pas si bête que ça. Et en fait, indirectement, c'est ça qui nous a mis dans une optique de se dire, en fait, on tient peut-être quelque chose. Et donc, essayons de le développer. Et donc, en fait, assez vite, au bout de quelques mois, en fait, ça a vachement bien pris. On était plein tout le temps. Les gens réservaient. On n'arrivait même pas au resto à 16h qu'on était déjà plein. Ouais. Donc, en fait, on s'est dit il faut absolument qu'on en ouvre un deuxième. Donc, on est allé s'installer dans le 10e un an après. Ok. Voilà. Et donc, c'est en fait un petit peu comme ça. Au début, on s'est dit on ouvre un resto de copains. Puis 2 restos de copains. Puis on en a presque 20 maintenant. Et puis voilà, et puis 18 à date avec 3 en chantier. Donc incroyable. Voilà, avec en 8 ans et demi, voilà, on aura développé un concept qui n'était pas voué à se développer en enseigne. Et en fait aujourd'hui, voilà, avec le réseau qu'on a mené aujourd'hui. Intéressant, ça veut dire que, parce que maintenant tu vois beaucoup l'inverse, j'ai l'impression, c'est que les gens montent le premier en se disant il faut vite que j'en ai 50, c'est-à-dire que vous c'était un peu l'insouciance entre guillemets de se dire c'est juste un délire, je mets des guillemets dessus évidemment, mais entre potes et on verra où ça nous mène, quoi. Exactement, en fait au début, c'est ce que je te disais, moi j'avais 24 ou 25 ans. Je sortais d'études, j'ai mis les économies de ma petite vie à l'époque. Et puis en fait on s'est dit allez on crée un truc de copains, quoi. Et puis il y a un moment faut se dire est-ce que je reste là-dedans, et les projets changeant, et ben en fait on s'est dit on va ouvrir plusieurs restaurants pour bien vivre, pour développer une marque, parce qu'on était déjà attaché à ce qu'on avait créé sur le positionnement, sur la marque, sur le 1745, sur l'image de la planche, etc. Donc en fait on a voulu un peu capitaliser là-dessus.
Et puis à un moment, quand on a des concurrents qui ont commencé à arriver sur le même concept de la planche, puis en plus après à composer, on est sûr qu'ils sont venus chez nous. Ouais, donc, bien sûr. Donc en fait, on s'est dit, ok, ils ont réussi à entendre parler de nous, c'est qu'on est peut-être cohérent, on a un produit qui parle. Ouais, carrément. Et donc en fait, on s'est dit, maintenant, il ne faut pas qu'on se fasse passer devant. Il faut être, on est les premiers, il n'y a pas de raison qu'on ne le reste pas. Donc c'est là où l'ambition, en fait c'est vos concurrents, enfin entre guillemets vos concurrents qui ont créé cette ambition. En fait ça a amorcé la pompe, ça veut dire qu'en fait nous on avait lancé le concept et en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste à 2 ou 3 restos ou est-ce qu'on développe une marque et c'est comme ça en fait que s'est posé la question de la franchise. On n'a pas créé ce resto en se disant on va franchiser. En fait on s'est dit on a un truc sympa, comment on fait pour le développer? Et en fait, aujourd'hui, avec mon associé, on a 50-50 de la boîte. Et en fait, on s'est dit, on va pas réussir à ouvrir 50 restos tout seul. Et donc, on s'est dit, en fait, on apporte à des partenaires franchisés un concept, on les accompagne. Et derrière, c'est du win-win. Les franchisés montent un point de vente et ensuite, on développe l'enseigne comme ça. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on a lancé le développement en franchise. Et du coup, parce que alors là, j'ai plein de questions sur la franchise par rapport à votre business model. Parce que comme... qui veut dire entre guillemets commerce et business model nouveau, enfin business nouveau, business model différent aussi. Tu fais pas du poké ou du burger ou du coup c'est de l'assemblage. Avant ça, tu parles de la franchise. C'est arrivé à quel moment du coup que vous avez commencé à franchiser du coup le concept? On s'est donné un an avant. En fait, on a lancé en 2016. Ok. Mars 2016, on a ouvert le deuxième fin d'année 2017. Et en fait, en 2018, on a inconsciemment, quand on a validé que le concept s'était décliné très facilement parce que le deuxième resto a fonctionné tout de suite, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est donc du coup en 2018 qu'on a décidé de lancer la franchise. On a bossé à peu près pendant un an. On avait l'avantage d'avoir 2 restos qui tournaient bien. Donc en fait, on a pu prendre ce temps. On s'est fait accompagner, on a réfléchi sur la franchisabilité du concept. On a vérifié aussi qu'on pouvait décliner en franchise, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les concepts. Et donc en fait, on s'est assuré qu'on apportait suffisamment de valeur à nos franchisés pour que demain, ils puissent bien en vivre. Et puis que nous, on ait intérêt à développer la marque sous enseigne. Donc on s'est donné un an. Et en fait, notre premier franchisé a signé en 2019. Et tout est allé vite en fait. C'est allé assez vite, finalement, en l'espace de 3-4 ans. On a ouvert en 2016. En 2019, on a ouvert le premier franchisé. On a ouvert le deuxième juste avant le Covid. Donc, il y a eu la période du Covid qui a été quand même un petit peu un cran d'arrêt. On a ouvert quand même 3 restaurants en franchise à ce moment-là. Et puis, en fait, là, en l'espace de 18 mois, on a doublé la taille du réseau. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression, parce que moi je suis arrivé chez Pongo en 2019, donc déjà à l'époque j'essayais des messages sur LinkedIn pour avoir un rendez-vous. Mais à l'époque j'ai souvenir qu'effectivement, je crois que c'est ça ce que tu disais, j'ai souvenir 3-4, mais on devait être dans ces eaux-là. On a ouvert notre premier franchisé, Alex, à Bordeaux, je dirais en octobre ou novembre 2019. Donc c'est ça, vous deviez ça devait être à peu près. Donc en fait, on était à 3 restos à ce moment-là. On a ouvert Dijon en février 2020. Donc en début de Covid, on avait 4 établissements. Et du coup, c'est ça, c'est que moi par contre, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération en fait sur les 18 derniers mois. Moi j'allais dire même sur les 12. Mais effectivement, aujourd'hui tu disais que vous en aviez 18, donc ça veut dire que vous avez doublé le parc en fait en l'espace. Et c'est dû à quoi? Ça veut dire que du coup, c'est parce que vous avez plus de franchisés, donc plus de valeur entre guillemets auprès des autres potentiels franchisés, donc derrière ça va beaucoup plus vite en fait En fait, on a décidé de garder le métier de succursaliste. Donc en fait, on a un double développement à la fois en franchise et à la fois en succursale. Donc aujourd'hui, on a 4 succursales, donc des restos qui sont intégrés au groupe, sur lequel donc je suis associé avec Alban. Et en parallèle, du coup, il y a le développement en franchise. Donc déjà, on a ce double développement. Donc, mine de rien, ça fait aussi des restos en plus qui ouvrent dans le groupe. Et puis, je pense que le Covid, en fait, on a réussi à passer les turbulences du Covid. Donc, au début, tu gagnes, tu essayes de gagner en crédibilité, tu essayes de vendre ton concept et de montrer qu'en fait tu as un modèle qui tient bien. Ce qu'on a réussi à faire avant le Covid, et je pense qu'en fait le Covid, même si c'était une période qui était difficile, elle nous a permis aussi d'éprouver notre modèle et de se rendre compte qu'on avait les reins solides. Et donc sortie de Covid, il y a des gens qui se sont remis à monter des boîtes, etc. Et donc je pense qu'on a aussi surfé sur une reprise à ce moment-là.
On a donné des garanties indirectement parce qu'en fait, quand tu passes les turbulences qu'on a connues et que tu as des partenaires qui continuent en fait, à te faire confiance et à travailler avec toi. Et donc, voilà, on a aussi gagné en notoriété, je pense. Il y a un autre élément qui, je pense, aussi a fait qu'on s'est développé et qu'aujourd'hui, on commence à en récolter les fruits. C'est qu'avec Alban, on a décidé toujours d'avoir un coup d'avance et d'organiser les choses pour que les choses se fassent le mieux possible. Donc, en fait, tout à l'heure, je te disais qu'on avait pris 1 an pour travailler à la franchisabilité du concept. En fait, on a investi dans cette année-là en se disant, le jour où on a un franchisé, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton et puis l'accompagner, dupliquer et puis que les choses se fassent comme ça. Et en fait, on a fait ça un petit peu à chaque étape de notre développement. On a une équipe qui nous a rejoint au fur et à mesure sur la structuration de l'activité franchise. En fait, c'est un investissement parce qu'au début, on n'avait pas les moyens en fait, d'avoir une développeuse qui nous accompagne sur justement les recherches de candidats, sur l'accompagnement en fait, qu'on a jusqu'à l'ouverture. Et donc, en fait, toutes ces étapes-là, on a investi sur de l'humain, sur des outils, ce qui nous ont permis de, je pense, faire les choses dans le bon ordre et puis de pas se laisser déborder et de ramer ensuite derrière pour rattraper les choses. Donc, j'ai la naïveté de penser qu'on a fait les choses dans le bon ordre et que du coup, ça nous permet aujourd'hui d'accélérer aussi notre développement. Si, je pense que tu as raison. Et en plus, tu dis un truc juste, c'est que j'ai l'impression en tout cas que comme franchiseur, c'est un métier. Souvent, les franchises qui se développent bien, elles ont fait un peu le pari que vous avez fait de dire il faut qu'on investisse en fait, soit sur des gens. Alors, je sais pas si vous avez pris quelqu'un qui l'avait déjà fait, mais en tout cas sur une personne qui est dédiée qu'à ça en fait et qui va passer 100% de son temps 100% de ses journées à ça parce que en fait, il y a beaucoup de travail entre, comme tu disais, la recherche, trouver le local, accompagner, même la partie contractuelle. Je pense que c'est assez lourd en fait, toutes ces choses là quoi. En fait, c'est un vrai métier et qu'en fait, nous, on a découvert. Donc, il y avait plusieurs choses. Déjà, il faut accepter d'apprendre des autres parce qu'on aurait pu tout faire tout seul et puis galérer. Mais en fait, le but de la franchise, c'est de dupliquer un succès. Donc, nous, quand on s'est dit on va franchiser, le but, c'est de donner quelque chose le plus packagé possible pour que le franchisé, il est capable de faire en 6 mois ce que toi, tu as mis 2 ou 3 ans à faire. En fait, c'est un peu ça l'essence de la franchise. C'est de faire gagner du temps à tout le monde. Et en fait, on se l'est appliqué un petit peu dans le concept de franchiseur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt que de tout galérer à faire nous-mêmes, essuyer des plâtres et tout ça, on va tout de suite trouver les gens qui savent faire, qui vont nous aider à le faire. Donc, on est allé chercher la personne qui avait la compétence, qui nous a expliqué un petit peu comment fallait faire. On a recruté Justine dans l'équipe, qui arrivait très vite. En fait, on n'avait que quelques franchisés. En fait, on s'est dit, pour les prochains, en fait, c'est bien qu'on ait quelqu'un qui les accompagne et dont c'est le métier. Donc, elle avait une compétence vraiment développement en franchise. Et donc, en fait, c'est elle aussi qui est venue nous accompagner là-dessus. Et puis aujourd'hui, on commence à récupérer les fruits de tout ce travail-là, donc c'est super. Ouais, c'est incroyable, franchement. Et on fait la même chose en fait à chaque étape de notre développement. Maintenant, on a une animatrice qui s'occupe d'accompagner les franchisés. Ah oui, vous avez une animatrice réseau. Une animatrice réseau, exactement. Donc c'est Nathanelle qui a rejoint l'équipe il y a bientôt 1 an. Et en fait, on aurait pu, les 12-13 franchisés qu'on avait, même pas, les 8 franchisés qu'on avait à l'époque, on aurait pu continuer à les accompagner. Alban, lui, c'est son boulot de s'occuper de la partie franchise. Il aurait pu les accompagner et puis il en aurait eu 10 de plus et puis il aurait eu les épaules suffisamment larges pour les accompagner. Mais en fait, on s'est dit, faisons les choses dans le bon ordre et puis en fait, structurons l'activité, l'équipe pour que nos franchisés soient le mieux accompagnés et performent. En fait, c'est ça l'objectif final. Ok. Trop intéressant et du coup ça me fait rebondir un truc, on en a pas, t'en as parlé rapidement, mais du coup la force aussi de tout ça, de votre concept, c'est aussi les produits, parce que du coup on revient au truc de la planche un peu industrielle que tu peux trouver dans les bars et donc vous êtes différencié là-dessus. Au niveau du sourcing, je veux bien que tu nous en dises un peu plus comment vous fonctionnez et du coup reviendra ma deuxième question, mais on y répondra après. Mais comme tu développes en franchise, j'imagine que toi tu as un sourcing très spécifique avec des régions, des endroits, etc. Donc comment en fait on arrive à développer en franchise et en même temps garder en fait ce côté qualité produit fournisseur? Alors effectivement, quand on a décidé de se franchiser, on s'est dit qu'il y avait des choses à quand même valider avec nos fournisseurs. C'est pas pareil de livrer 2 restos à Paris que d'être capable de livrer un réseau de 50 restos partout en France. Donc en fait,
au tout début, pour un peu l'histoire, ça commence un peu par un tour de France. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dénicher les fournisseurs, tu rencontres beaucoup de monde. C'est incroyable ça. Tu goûtes beaucoup de choses. C'est le côté sympa du boulot. J'imagine. Donc en fait, on a noué des partenariats aussi de confiance un peu historiques avec certains de nos producteurs et de nos fournisseurs. Et puis, au moment où on a commencé à livrer Bordeaux et Dijon, qui étaient nos deux premiers franchisés, en fait, puis l'opposé, du coup. Voilà, ouais, c'est ça. La logistique n'est plus du tout la même. Okay. Donc, on a validé tout ça avec nos fournisseurs. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que alimenter 18 restos, c'est pas pareil que d'en alimenter 2. Donc, on a travaillé, en fait, conjointement avec nos fournisseurs. Ok. Et en fait, on est super content parce qu'on a des fournisseurs historiques avec qui ils ont suivi en fait le développement de notre enseigne. Donc ça c'est super parce qu'en fait on renie pas les valeurs qu'on avait au démarrage. Et puis je vais même te dire, on est même allé plus loin. On a décidé d'avoir de la qualité, des produits sourcés. Aujourd'hui par exemple, depuis un peu plus d'un an, on travaille avec la maison Laborie, qui est une maison familiale qui a une centaine d'années dans le Cantal. Okay. Et en fait, on travaille avec eux parce qu'ils ont la particularité d'élever les cochons et de faire la salaison. En fait, ils ont la totalité de la chaîne de production okay. chez eux. Et en fait, nous, ça nous donne des garanties vraiment confortables. On sait d'où viennent les produits. On va voir les cochons, on connaît les éleveurs, etc. Et on sait aussi que les produits sont vraiment de qualité. Okay. Et l'avantage quand tu vas voir des gens comme ça, c'est qu'en fait, oui, on assure un volume. Donc, en fait, ça permet aussi de donner En fait, c'est vraiment des garanties pour tout le monde, quoi. Et donc on a paradoxalement même monté en gamme en développant ce qui peut paraître... le fait de faire du volume peut te dire, en fait, tu vas baisser en gamme. On ne travaille pas avec le tout petit producteur parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'est pas capable, le tout petit producteur. Mais si tu travailles avec la maison historique qui a les infrastructures qui peuvent assurer les volumes, etc., qui a le nombre d'éleveurs, le nombre d'élevages, etc., le nombre de cochons qui est suffisamment important, en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'en plus, eux, ça leur donne des perspectives de te dire, en fait, ok, tu as entre 5 et 10, 17,45 qui ouvrent par an, donc ça fait un certain nombre de cochons, et donc, en fait, ça fait des volumes sur le saucisson, le jambon, etc., et donc, en fait, voilà, ça permet de donner de la visibilité sur des développements de business, etc. Ouais, carrément. Non, mais c'était ça aussi ma question, et c'est bien que du coup tu en parles, c'est que je savais pas du coup si est-ce que vous travaillez vraiment en direct des fois avec des petits producteurs, et c'est là où je me dis bon là effectivement opérationnellement ça me paraît un petit peu compliqué. Ouais, il a fallu rationaliser. Alors ça on l'a fait très vite parce que par exemple sur le fromage, au début on avait plusieurs petits producteurs et en fait c'est un peu différent avec la charcuterie parce qu'en fait le fromage tu as des appellations, donc en fait c'est très régional. Le gars qui te fait du comté, du rocamadour, en fait ça n'existe pas, le petit producteur qui fabrique 10 fromages, c'est relativement peu probable. Donc en fait assez vite on a travaillé avec un grossiste qui lui était capable de centraliser tous les producteurs avec qui on travaillait. C'est ça. Et donc en fait très vite on a eu cette problématique du transport aussi sur la partie fromage. Donc on travaille avec un grossiste. Tous nos producteurs et fournisseurs historiques lui livrent la marchandise. On a tout sourcé chez lui et donc en fait maintenant c'est lui qui nous envoie toute la partie fromage. Et sur la partie charcuterie c'est pareil, on a quelques producteurs mais où on fait suffisamment de volume pour leur faire livrer directement depuis chez eux jusqu'à l'établissement. Ok. Et est-ce que vous, comme vous développez un peu partout en France, de ce que j'ai l'impression, est-ce que vous avez une volonté, par exemple, tu ouvres en Savoie demain, du coup, d'avoir des produits spécifiques qu'on ne trouvera que dans le 1745 de Savoie, parce qu'il y a des fromages bien spécifiques. Sûr. Alors en fait, on a 95% de la carte qui est commune à tous les 1745. Ok. Donc ça, c'est la volonté, c'est de gagner en uniformité, carrément, à la fois en termes de visibilité, d'offres et de qualité. Et puis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça permet aussi aux producteurs d'avoir des garanties en fait, sur le développement du 1745, sur les volumes qu'il va pouvoir faire, etc. Donc ça nous permet de aussi assurer cette qualité de produit. Et puis après, il y a 5% de la carte qui est vraiment en hyper local, où chaque restaurant a la possibilité de mettre ses produits. Donc moi, tu sais, tu as toujours ton cousin qui fait du fromage. C'est là où tu peux inclure justement les petits producteurs du coup de région. Ouais, exactement. Cool. Et puis c'est intéressant en fait que
qu'à Dijon, ils puissent avoir tel produit, et puis à Bordeaux, tel autre produit, et puis à Perpignan, tel autre produit. Voilà. Et en fait, ça permet d'avoir de l'hyper local. Et puis aussi une carte, on a une partie de la carte qui change à chaque saison. Et donc, ça permet aussi d'apporter de la vie sur cette carte et de ne pas se cantonner à nos produits historiques. Ouais, carrément. Trop bien. Tout en tant que franchiseur, vérifier quand même ce qui est ajouté. Alors voilà, exactement. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est garant de la qualité et puis du suivi de l'offre. Donc, en fait, les franchisés nous passent un coup de fil. Ils nous parlent un petit peu de leurs produits. Et puis, en concertation, on les ajoute à la carte. Bon, on n'a aucun problème là-dessus. En fait, les franchisés sont des gens qui ont envie que les gens passent un bon moment. Donc, en fait, les produits qu'ils nous proposent sont des produits de qualité. Et en fait, ça marche bien. Et on a même, et ça, c'est vrai que c'est bien de le dire, c'est que parfois, on a des franchisés qui nous font découvrir des choses. Et parfois, on arrive même à le sourcer pour l'ensemble du réseau. Trop et bien. en fait, ça, c'est super parce que ça permet de faire profiter en fait, à des super fournisseurs, des super producteurs de l'ensemble du travail du réseau, quoi. Ouais, et puis tu fais un autre truc qui est assez fort, c'est que tu mets le franchisé dans l'entrepreneuriat encore plus et tu renforces aussi son attachement à la marque parce que je sais pas si c'est le cas comment ça se passe dans d'autres réseaux, mais je pense que pour tout le monde en fait, quand tu as ce sentiment d'implication et de te dire en fait je permets de faire développer, d'améliorer en fait, et que je suis écouté par le franchiseur, je pense que c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est vraiment gagnant-gagnant. L'idée c'est qu'on co-construise. Le franchisé, ça reste un indépendant. Donc en fait, il te choisit. Bien sûr. Et le but, c'est que tu lui apportes quelque chose. Mais en fait, tu te rends compte que très vite, le franchisé t'apporte aussi de son expérience. Et c'est parfois des petites choses. Et un réseau de franchise, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des process. Et en fait, il faut que les choses soient codifiées. Et parfois, en fait, les gens arrivent aussi avec leur bagage. Donc, tu as des gens qui viennent. Nous, on a par exemple, là, c'est assez marrant. Cette année, on a 2 anciens directeurs McDo qui ont rejoint le réseau. Incroyable. Donc, en fait, eux, ils changent de tout au tout. Mais ils arrivent quand même avec un bagage. Passe de McDo 1745 au niveau qualité produit. Je pense pas qu'on. Qualité produit, relation client. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Au niveau du sourcing, à mon avis, ils sont un peu. Fais gaffe à ce qu'ils te proposent quand même. Ajouter dans les 5% qui restent. Bon, allez, je vais redescendre chez eux, passer un petit apéro pour. Tu vas avoir un McChicken ou un truc qui traîne. Non, mais je pense qu'ils ont quitté McDo contents de monter leur boîte. Et en fait, l'idée, c'est McDo, c'est une bonne école. Ouais. Ça veut dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais ce que je veux dire, sur la franchise, en tout cas. Ils sont arrivés avec un bagage professionnel carrément. Voilà. Donc c'est un exemple en fait. Chacun arrive avec son parcours. Il y a des gens qui ont déjà monté des boîtes. Tu as des gens qui ont un parcours qui sortaient d'études. Tu en as qui ont eu un parcours dans des grosses boîtes. Donc en fait, chacun arrive aussi et en fait apporte au groupe, au collectif, quelque chose. Et donc, évidemment, le rôle du franchiseur, c'est de cadrer et de donner un savoir. Mais derrière, si on peut améliorer les choses... Et en fait, le concept qu'on a aujourd'hui, 8 ans après la création, évidemment, il n'y a pas un jour où c'est tout à fait le même. Rien n'est gravé dans le marbre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire évoluer le concept. Et nous, en fait, au siège, c'est un peu ça notre challenge tous les jours, c'est de se dire comment est-ce qu'on améliore, Et en fait... tous les jours, tu as des nouvelles briques. Ouais. Mais tu parlais des personnes qui venaient de chez McDo. Je pense que c'est la partie très process aussi. Je pense que du coup, c'est les mastodontes là-dessus. Ils ont tellement industrialisé le concept qu'en fait, quand tu ouvres un McDo, aujourd'hui, tu es sûr que ça marche et que tu gagnes de l'argent. Donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de prendre aussi tout ce côté-là. Tu vois. Ouais, puis en fait, nous, on est encore petits. Tu vois, aujourd'hui, on a bientôt 21 restos. L'objectif, c'est qu'on soit à 25 à la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est 25 à la fin de l'année et 50 en 2027. Donc, en fait, dans les 3 ans qui viennent, l'idée, c'est d'arriver à 50 établissements. Donc, on est encore petit. Mine de rien, on commence à installer tranquillement notre notoriété. On a beaucoup de projets, dans les cartons, pas mal de projets d'ouverture et d'évolution du concept. Et puis, avec l'arrivée aussi de l'international, là, on est en train d'ouvrir à Lisbonne et à Bruxelles. Donc, en fait, ça va nous ouvrir aussi un champ qui est beaucoup plus vaste. Et là, tes fournisseurs te suivent, par exemple? Alors, ouais, exactement. Tous nos fournisseurs sont capables de nous suivre. Alors, parfois, il a fallu que la chaîne logistique soit un petit peu adaptée. Bien sûr. On ne livre pas le Portugal comme on livre Paris ou Nantes, par exemple. Mais en fait, on travaille avec eux depuis plusieurs mois maintenant pour justement permettre ça. Alors, le fait de s'installer à l'international change un petit peu certaines choses. Par exemple, au Portugal, il y aura 20% de la carte qui sera en hyper local. Alors qu'il n'y a que 5% en France. Donc, en fait, l'idée, c'est de donner aussi une part belle au pays d'accueil.
parce qu'en fait, si on s'installe à l'international, c'est aussi pour toucher cette clientèle locale. Donc voilà, l'idée c'est d'être un petit peu. C'est ce que je te disais en fait. Le concept, il évolue d'année en année. Ouais. Et voilà, on a pas mal de projets qui se déploient aussi pour faire vivre ce concept. Tu ouvres en propre du coup à l'international? Non, c'est un franchisé. Ah, c'est franchisé. Et c'est d'ailleurs assez sympa. André, en fait, on travaille depuis quasiment 2 ans avec lui. Ok. C'est un franco-portugais qui travaillait en France et qui se réinstalle avec sa femme et ses enfants au Portugal. Okay. Et donc en fait, on a commencé à travailler avec lui à Paris. Avec le projet de s'installer à Lisbonne. Trop bien. Donc ça y est, il a déménagé l'année dernière et puis on termine les travaux là. Incroyable. Non, mais franchement trop stylé. Pour prendre un tout petit virage, mais tu l'as évoqué plusieurs fois, cette notion de marque, c'est quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui dans la restauration et même tout type de commerce en 2024. Les marques fortes, vous vous dégagez par les produits, etc. Cette notion de marque, aujourd'hui, comment vous la travaillez, vous, depuis 8 ans ou peut-être moins de temps? Enfin, quelle place ça prend aujourd'hui dans votre quotidien? En fait, quand tu développes un réseau de franchise, ta marque, en fait, c'est la première chose en fait, que tu vends. Donc, évidemment, de la marque découle le concept, les produits, etc. Mais la marque, c'est la première chose que les gens achètent presque quand tu fais un contrat de franchise. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à développer notre notoriété. Ce qu'on veut vraiment, c'est devenir la référence de l'apéro. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que quand les gens ont envie de sortir prendre un apéro, ils aient envie de venir au 1745. C'est un petit peu notre objectif caché, mais pas si caché que ça. Non, mais il faut l'assumer, c'est voilà, bien. Exactement. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est plus cohérent avec 20 restos que quand on en avait 2 et qu'on n'était que à Paris. Il y a eu un vrai enjeu en fait de s'installer en province. C'était pas forcément donné. Tu vois, quand le 3e resto ouvre, c'est tout de suite en province. Et je pense, tout à l'heure, tu me parlais de savoir comment est-ce que les gens aujourd'hui appréhendent le fait que le 1745 se développe et qu'aujourd'hui, on a eu un doublement du réseau en 18 mois. En fait, c'est aussi parce que les gens se sont dit « Ah bah oui, en fait, c'est pas que le concept parisien et que l'apéro, c'est pas un truc parisien, c'est un truc de français. » Et même et c'est pas la meilleure région, à mon avis, Paris. Ouais, voilà, exactement. Donc, les Parisiens sortent autant, voire même peut-être moins que les Bretons. Régions. Que les Bretons. Cliché, mais bien à 100%. On a des Bretons dans l'équipe, donc en fait, on développe l'apéro, tu vois. Ok. Elles se reconnaîtront. Mais ouais, du coup, investissement, enfin très rapidement, mais ça c'est vrai, c'est assez rare que j'ai l'impression en tout cas que on part tout de suite en province, et même parce que pour le franchisé, ça peut représenter aussi une sorte de risque au début d'être le premier, quoi. En fait, c'est une belle histoire parce que Alexandre, qui est notre premier franchisé, c'est un de nos clients à Batignolles. D'accord. En fait, il habitait dans la rue. Ok. Et en fait, il était bordelais d'origine, donc il bossait à Paris. Et en fait, il s'est réinstallé à Bordeaux pour des questions professionnelles. Ok. Et en fait, quand il a vu qu'on se lançait en franchise, il s'est dit, en fait, c'est un peu pour moi. Et donc, en fait, notre premier franchisé, c'est un de nos clients. Donc, en fait, si tu veux, c'était tout de suite un ambassadeur. Il nous a pas découvert, il nous connaissait déjà. Et donc, en fait, c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, il incarnait déjà la marque avant même d'être franchisé. Et donc en fait c'est comme ça qu'il nous a connus. Donc en fait on avait peut-être fait 50% du boulot finalement avec lui parce qu'il connaissait déjà le concept, il était client. Et donc c'est comme ça en fait que notre premier franchisé a ouvert à Bordeaux. Et puis ensuite on s'est fait connaître par les plateformes de référencement de franchise. Donc, en fait, les gens apprennent à te découvrir comme ça. Et je pense que les premiers franchisés, et même encore un petit peu aujourd'hui, se disent, en fait, on va miser sur un réseau qui est en développement, en croissance, pour justement profiter aussi de l'évolution de la notoriété. Et justement, tu parlais donc de la notoriété. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ça se fait via les points de vente. Effectivement, plus tu ouvres, plus tu commences à être connu. On voit qu'il y a des grosses stratégies de marketing digital avec les influenceurs, la communication, les réseaux sociaux, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que c'est, entre guillemets, plus habituel aujourd'hui de voir quelqu'un faire une story avec un poké que plutôt de mettre en avant, tu vois, par exemple, une planche. Donc vous, cette partie de notoriété, comment vous la développez au-delà des points de vente? Alors, c'est sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est indispensable. Donc c'est un gros du boulot. On a encore pas mal de choses à mettre en place. D'ailleurs, on est en train de finaliser des recrutements sur la partie communication. Donc, en fait, on va continuer à développer cette vision, cette visibilité digitale. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et j'ai un peu la prétention de penser qu'on est plutôt bon. C'est que
les gens qui nous font connaître, c'est les clients. Mhm. Les gens reviennent beaucoup chez nous parce qu'en fait, c'est intemporel de prendre une planche. Bien Et sûr. en fait, quand tu as passé un bon moment, tu reviens et puis en fait, tu fais découvrir à des potes parce que une planche, c'est pas pour soi, ça c'est à partager. Donc en fait, les gens reviennent faire découvrir aussi le concept. Et c'est important que, par exemple, tu vois, les notes Google, les restaurateurs sont très dépendants de ça. Parce qu'en fait, si tu as des mauvaises notes, les gens aujourd'hui, quand ils veulent aller prendre dîner quelque part ou prendre un verre, etc., ils regardent beaucoup. Donc cette visibilité et cette satisfaction client, il faut tout de suite qu'elle transpire sur les plateformes, Ouais, etc. carrément. Donc nous, on est très attachés à ça. Les notes sont bonnes, les gens laissent des avis et en fait, c'est aussi comme ça qu'on crée une dynamique. Et puis en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un excellent moyen que les gens te découvrent. Ouais. Donc voilà, on met les choses en place. Vous allez commencer à investir un peu plus. En Ouais, gros, tu disais que tu exactement. embauches quelqu'un, etc. Donc Ouais. vous commencez à En investir. fait, aujourd'hui, on a de la chance, c'est-à-dire que en fait, les gens viennent à nous Ouais. assez facilement. Maintenant, il faut qu'on arrive à créer cette communauté qu'on est en train de créer petit à petit. Et donc, en fait, devenir ce que je te disais tout à l'heure, la référence de l'apéro, c'est en fait que les gens s'identifient à nous. Et en fait, tout le monde a un petit peu de 1745 en lui, quoi. Il y a un Ouais. moment, quand t'aimes la mais charcuterie, de le fromage, ouf. l'apéro, bah, en fait, voilà, tu incarnes aussi le concept. Ouais, mais carrément, moi je te dis, en tant que vraiment là, expérience de client, je l'ai fait quelques fois. Et c'est vraiment je trouve que ça rassemble beaucoup de choses que tu as déjà expérimenté, c'est-à-dire le mot truc convivial, etc. Mais tu rajoutes quand même au-delà de ça la qualité. Et franchement, même, tu vois, le truc avec le papier, de composer sa planche, je trouve que tu reviens à un truc assez. Tu gamifies, mine de rien, un peu Exactement. l'expérience. Ouais. Donc c'est assez cool. Et je pense que franchement, je suis assez convaincu de ce truc, même si vous avez quelques concurrents. En fait, ce qui est là où je vois que vous avez quand même un boulevard, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ouvrent un concept, j'ai l'impression qu'ils veulent partir sur le poké, le burger, la pizza ou le sushi. Aujourd'hui, tu vois, sur vous, votre positionnement de vraiment composter à planche, etc. D'une part, vous avez maintenant 20 établissements, donc je pense que c'est plus compliqué pour quelqu'un de se dire vas-y, je vais essayer d'aller concurrencer le 1745. Et du coup, bah, il y a peu de vos concurrents principaux, j'ai l'impression que c'est les bars finalement encore aujourd'hui, tu vois. C'est beaucoup d'indépendants en fait. Ouais. Ouais. Mais pas sur le même concept de composer, tu vois, Non. sur le fait d'avoir des planches, quoi, plutôt. En fait, nous, notre plus proche cousin, c'est le bar à vin. D'accord. En fait, Ah oui, ok. tu vois, ouais. dans l'esprit, dans l'ADN, c'est plutôt le bar à vin. La différence, c'est que le bar à vin, tu vas pour boire une bonne quille, et puis en fait, on va te filer quelque chose à grignoter. Ouais. Nous, on a fait un peu le pari on a inverse. fait le pari inverse. Les gens vont venir manger une planche et en fait, on va leur servir un bon vin, une bonne bière, tu vois, un vin de copain, etc. Donc en fait, l'approche est très différente. Mais finalement, dans l'ADN, c'est eux qui sont les plus proches. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas de concurrents identifiés vraiment sur ce créneau-là. Et nous, on pense vraiment que l'apéro, c'est quelque chose qui est indémodable. Ouais. Il y aura toujours des tendances. Il y aura toujours, tu vois, par exemple, on a beaucoup de végétariens qui viennent chez nous. Mais non, bah, finalement, en fait, les végétariens, ils ont 50% de la carte qui leur correspond. Bon, ils ne mangeront pas de charcuterie, mais ils auront toujours la possibilité de cocher et de composer une planche avec du fromage. Il y a certaines autres tendances dans la restauration. Tu as cité le burger, le poké, etc. Probablement, même s'il y a des tendances qui maintenant commencent à durer, avec des engouements, puis des baisses, etc. On pense qu'on est assez protégé de ça, d'autant plus qu'on arrive à s'adapter aussi à la demande des gens. C'est-à-dire que tu vois, je te parlais de notre partenaire Labori, là. Bon, bah en fait, aujourd'hui, nous, on a décidé qu'au 1745, on allait donner des garanties à nos clients sur la traçabilité de la viande, sur la provenance, sur la qualité, etc. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est important. Les gens, ils sont contents de savoir qu'on ne leur fait pas bouffer n'importe quoi. Ouais, carrément. Exactement. Donc voilà, ça, c'est un moyen aussi de s'adapter aux tendances tout en étant fidèle au concept de base. Trop bien. Et du coup, il y a un autre truc aussi, je trouve, qui renforce aussi votre marque, c'est que déjà, vous aimez bien, je pense, vous rajoutez du travail, c'est qu'en fait, vous faites aussi de la partie plus événementielle traiteur. Ça arrivé à quel moment? Parce que du coup, c'est encore un autre métier. Ouais. Tu gères pas, à mon avis, du tout tes stocks, ta livraison, ta partie opérationnelle de la même manière. C'est-à-dire que vous faites, de ce que j'ai compris, de la privatisation, je crois, de lieux, et aussi événements, d'aller dans des entreprises pour justement faire profiter de vos produits, quoi. Ouais, en fait, on a des points de vente qui travaillent de 17h à minuit ou 1h du matin. Ok. Nos établissements sont rentables, dégagent du chiffre d'affaires, etc. Mais en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on va aller chercher des relais de croissance? Ok. On va pas se priver de faire un peu plus. C'est toujours en fin d'année, on est content d'avoir un chiffre d'affaires, un bénéfice plus conséquent.
Et donc en fait, on s'est dit, la livraison est un bon moyen d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc historiquement, on était sur les plateformes Deliveroo, Uber, etc. On n'a jamais trop dépendant d'eux. Tu vois, on fait à peu près entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires chez eux. Ok. Le resto, il est capable de l'absorber. C'est pertinent en fait d'aller gagner aussi en visibilité parce qu'en fait, ça te permet d'aller super vitrine. Voilà, c'est une vitrine. Ouais. Ça te permet de toucher des clients qui sont pas forcément des habitués et qui du coup ne vont consommer que sur les plateformes. Donc ça c'est un moyen. Et puis en fait, on avait régulièrement des demandes pour des entreprises. Donc soit de privatisation, comme tu l'as dit. Souvent, on a des espaces dans le restaurant qu'on peut privatiser. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet de... Ça t'assure un chiffre d'affaires. Ça t'assure un chiffre d'affaires. Ça te permet aussi d'avoir une clientèle B2B, etc. Et on a aussi pas mal de pros qui nous disaient, mais en fait, vous avez un concept super sympa. Ça change, mais je voudrais que mes collaborateurs puissent en profiter dans nos locaux. Donc de temps en temps, on avait ces demandes-là, on les traitait. Alors c'était un peu hors process pour nous, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'on aille louer une bagnole, etc. Enfin, c'était hors process. Mais on s'est dit, en fait, pourquoi il y a un créneau. En fait, plutôt que de se faire livrer un pain surprise et puis des petits fours tout bêtes, etc., on avait une offre qui était différenciante, de qualité, qui n'était pas très chère en fait. Quand on se positionnait, les gens étaient même plutôt agréablement surpris pour le prix. Et donc en fait, on s'est dit, ce créneau-là, on va le développer. On va permettre aussi à nos franchisés de profiter de ce relais de croissance-là. Donc l'année dernière, en fait, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a développé l'offre sur un établissement à Paris, qu'on appelle Pilote. Donc en fait, on a testé les process, on a essayé de développer l'offre. Ça a cartonné. Donc en fait, on s'est dit maintenant, on package le truc et on propose à nos franchisés de le dupliquer dans leur point de vente. Donc là, ça a été acté chez nous et c'est déployé dans les prochaines semaines dans tous les restos. Donc en fait, aujourd'hui, demain, les entreprises vont pouvoir avoir une offre adaptée qu'on livrera chez elles directement avec des coffrets réutilisables en bois qu'on fait sur mesure avec les produits du 745 qui en fait ont fait notre succès depuis 8 ans. Trop bien. Mais ouais, parce que justement, je trouve que en fait, vous êtes pile sur le produit d'ailleurs qui pourrait intéresser les entreprises pour des événements, tu vois. Enfin, comme tu disais, l'apéro c'est indémodable, donc je pense qu'il n'y a pas de tout le monde s'y retrouve. Bah ouais, carrément. Et puis en fait, c'est vraiment très différenciant. Et donc en fait, se faire livrer un beau coffret en bois avec du fromage à l'intérieur, t'as pas une personne qui dit que ça va pas bien, que ça va pas quoi. Non, le seul truc c'est que c'est bien que vous ayez testé, je pense, pendant un an parce que du coup, tu reprocessises quand même un peu le truc. Il faut processiser et en fait, il faut essuyer les plâtres. On n'a pas sorti une offre nickel tout de suite. Donc mais c'est ça aussi le rôle et la force du franchiseur, c'est de se dire ce modèle-là, on l'a éprouvé et ensuite tu le dupliques dans tes franchises et tes autres succursales. Donc c'est le travail qu'on a fait l'année dernière. Et là, en fait, on a des franchisés qui ont testé avec nous sur une deuxième phase. Et en fait, maintenant, on déploie tout le monde. Et l'idée, c'est que tous ces gens qui ont besoin d'événements traiteurs, en fait, on va pouvoir répondre à cette demande. Et du coup, en plus, vous n'avez pas trop besoin de faire d'acquisition. J'imagine que ça vient de vos propres clients. Des clients qui nous connaissent au resto. Ouais. Et en fait, nous, on a une très grosse force, c'est notre site internet. Comme on a plutôt des petits établissements, les gens ont bizarrement pris l'habitude de réserver. Donc en fait, on a un trafic assez important sur notre site internet. Et donc en fait, les gens se renseignent via le site internet, demandent des informations, demandent des devis. Et donc en fait, ça c'est super parce que du coup, nous derrière, on processise tout et on envoie l'information. On est capable de leur faire un devis dans la journée. Et en fait, quand on travaille avec une entreprise, l'entreprise qui prévoit 2 mois à l'avance, c'est génial. C'est rarement le cas. J'imagine. Souvent, c'est plutôt du last minute. Et donc, en fait, on a cette réactivité-là. Et en fait, notre offre, on l'a fait déjà au resto. Donc, tu le présentes un petit peu différemment parce qu'on le fait dans un coffret en bois. Mais la différence entre la planche que tu sers au resto et le coffret en bois, en fait, elle est très proche. Parce que dans les entreprises, tu proposes de composer aussi pareil les planches, etc. ou pas non, du tout on a une sélection de produits qui est plus restreinte. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre la personne qui organise l'événement. Déjà, elle ne nous connaissait pas. Elle est peut-être jamais venue composer. Donc, en fait, on lui a pré-mâché le travail. L'offre, elle est un petit peu restreinte, mais elle est surtout adaptée à l'événement traiteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une offre qui est un petit peu différente. Tu manges pas ton fromage de la même façon quand tu es dans un canapé ou 45 que quand tu es debout dans ton open space. Donc, en fait, on a adapté pour que ce soit le plus adapté possible.
Ouais, parce que tu me diras, si tu dois tout composer, j'imagine la personne qui organise qui doit aller voir tous les salariés en disant est-ce que vous voulez de ça? Non, j'aime pas. Non, Ok, c'est pas possible. En fait, on travaille pour elle parce qu'on sait ce qui va marcher bah oui, et en bien fait, sûr. on leur prémâche le travail. Ouais. Alors, il y a quand même l'offre est relativement développée, donc Mm. tu vois, on a des brochettes en saison, on a une sélection de charcuterie, une sélection de fromage, on peut faire des cornets avec du saucisson à l'intérieur. Donc, en fait, on a adapté avec toujours les produits qui ont fait notre succès, quoi. On a adapté l'offre. Trop bien, trop bien. Et pour finir un peu là-dessus, c'est que là au global, moi je trouve qu'il y a une force aussi dans votre concept, c'est qu'il n'y a pas la partie cuisine, sauf si je dis une bêtise, c'est-à-dire qu'en gros t'as pas l'extraction, Ouais. toutes ces choses-là, donc ça veut dire que même pour trouver des locaux, etc., ça vous permet d'aller quand même normalement, j'imagine, plus vite, parce que bah en fait tu reçois les produits, vous les coupez, etc., vous les Ouais. transformez en planche, quoi. En fait, c'est un peu, tout à l'heure, au tout début, je t'ai expliqué un peu notre concept, la naissance du concept. On n'est pas on n'est pas restaurateur à la base. Ouais. Donc en fait, on s'est dit, quand on a pensé notre concept, on s'est dit comment on va pouvoir faire les choses nous-mêmes. Tester des produits, les goûter, ça c'est quelque chose qu'on maîtrisait. Oui, parce qu'on n'a même pas parlé de la partie bière et vin que j'imagine vous avez Voilà, aussi testé. exactement. Il faut bien. Hein, Oui, bah oui, bien on mange sûr. pas du Bah saucisson, non. ça donne soif, le saucisson, donc il faut bien qu'on boit un peu. Et donc en fait, l'idée c'était de j'ai perdu le fil, je sais plus ce que c'est. C'était sur la partie où il n'y avait pas de cuisine. Justement. Oui, voilà, ouais, c'est ça. En fait, on s'était dit, il faut qu'on soit capable de le faire nous-mêmes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on avait imaginé notre concept. Et puis, on a vu d'autres avantages à faire de la charcuterie et du fromage, c'est qu'on n'avait pas besoin de l'extraction. Mhm. Donc, ça veut dire que quand tu veux trouver un local, Bah c'est ouais. beaucoup plus facile. Donc, on fait pas de show. Et donc, en fait, du coup, tout de suite, quand tu développes un réseau de franchise, que tu expliques que tu as besoin d'une surface de 100 mètres carrés sans extraction, je n'ai pas le rapport, mais enfin, ce que je veux dire en termes d'offres immobilières, elle est décuplée, quoi. Ouais, carrément. Et donc c'est plus facile pour nous de nous implanter parce qu'en fait, on n'a pas cette contrainte de l'extraction. Ça, c'est un point. En plus, on peut faire des spécialisations, c'est-à-dire qu'en fait, on peut récupérer des coiffeurs, on peut récupérer des fleuristes, Ok. etc. On n'est pas contraint par un bail qui fait que de la restauration, du fait de ne pas avoir la gaine. Et puis enfin, l'autre avantage, c'est que couper du fromage, ça nécessite une compétence, mais qu'a priori, beaucoup de gens peuvent avoir. Et donc, on n'est pas dépendant d'une compétence en cuisine que nous, on n'avait pas à l'époque. Ouais, Et donc, en fait, pendant 6 mois, on était au charbon, nous, on coupait le fromage, on accueillait les clients. Et puis, en fait, c'est comme ça en fait, qu'on a fait nos armes et qu'on a pensé le concept, c'est-à-dire on est capable de le faire nous-mêmes. Ouais. Et après, dans la gestion opérationnelle du resto, ça facilite quand même pas mal la vie parce que le jour où tu as quelqu'un qui n'est pas là, tu peux plus facilement le remplacer carrément. que si tu avais besoin d'un chef ou d'un commis formé, quoi. Ah, moi, je trouve ça trop malin justement là-dessus. Et du coup, j'imagine même dans vos profils, vous n'avez pas forcément que des anciens de la restauration, Non. peut-être même pas du tout, plus des profils entrepreneurs. Ouais, exactement. Bio. Et en fait, historiquement, on a toujours cherché quelqu'un avec qui on partageait des valeurs. Et c'est ça en fait qui était important, de se dire les gens, on va pas chercher celui qui va faire la meilleure bouffe parce qu'en fait les produits on va lui donner. La façon de trancher et de l'agencer sur la planche, ça on va lui expliquer parce qu'on a testé beaucoup de choses, donc on va lui montrer comment faire, mais en fait il va savoir le faire très vite. Donc nous, nos franchisés, ils ont 1 mois de formation en début de contrat. Donc, dans en fait, un point de vente. Ouais, c'est ça, on a un centre de formation à Pigalle dans le 9e où ils viennent pendant 1 mois, on les forme et en fait en 1 mois ils maîtrisent le principal de l'activité et ensuite évidemment il y a l'expérience et c'est ça, l'enjeu, c'est de leur donner le meilleur bagage et ensuite l'exploiter le mieux possible et puis de les faire performer et puis de les faire réussir. Ah, mais je trouve ça trop bien. Et du coup, parce que le podcast avance, il nous reste peu de temps, je vérifie l'heure quand même de temps en temps. Je trouve que dans tous les podcasts là que j'ai fait, t'es le deuxième où là je trouve que toi t'as une grosse expérience de franchiseur. Mine de rien, en 8 ans, vous avez fait pas mal de choses, processé votre concept, la partie opérationnelle, etc. C'est quoi pour toi les 2-3 gros conseils en fait sur tous les gens qui nous écoutent, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a quand même encore cette volonté de franchiser et de plus en plus vite. Moi je trouve que quand je parle avec des commerçants, restaurateurs ou autres, il y a une envie de très vite franchiser. Est-ce que toi tu as un peu des conseils, des étapes entre guillemets à pas brûler ou certaines têtes à brûler, etc., pour que les gens gagnent du temps et soient le plus efficace possible? Alors nous on a un gros avantage avec Alban, c'est qu'on est hyper libre. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé le concept, on est fondateur du concept, et aujourd'hui, on est 2 aux manettes. Donc en fait, on emmène l'équipe et le concept et le réseau là où on pense que c'est la meilleure façon. Mais même si nous, on insuffle une direction et on a des objectifs,
ce qui est important, et pour répondre à ta question, c'est que on n'était pas franchiseur à la base. Donc en fait, moi, si je pouvais te donner un conseil pour les gens qui veulent franchiser leur concept, c'est surtout, évidemment, de tester et d'éprouver leur modèle, parce que ça peut très bien marcher sur un point de vente et ça peut ne pas se dupliquer, parce que le métier de franchiseur n'est pas le même. Aujourd'hui, mon métier n'a quasiment plus rien à voir avec celui d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je tenais un resto, j'accueillais des clients, et c'est le début du succès. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner, alors moi au quotidien plutôt les succursales, donc je gère 4 restaurants et il faut s'assurer que tout le monde fonctionne bien. Et le métier du 1745 aujourd'hui comme franchiseur, c'est de trouver des candidats, de les aider à ouvrir et surtout que derrière tout se passe bien. Et puis de faire vivre le modèle et de le dupliquer. Donc en fait, il faut s'assurer que les étapes vont se faire dans le bon ordre. Nous, on a fait le choix d'aller prendre conseil. En fait, c'est bête, mais un expert comptable, il faut qu'il soit capable de te conseiller sur le développement de ta boîte. Il faut qu'il puisse t'accompagner en te disant, en fait, attention sur tel ou tel point. C'est pareil, un avocat. Tu peux prendre un avocat du droit de la famille parce que c'est lui qui t'avait fait tes statuts parce que c'était un pote de tes parents, mais il y a un moment quand tu rédiges un contrat de franchise, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de le faire. Donc en fait, nous on a décidé de choisir les gens en fonction de leurs compétences, s'entourer, bien s'entourer. Exactement. En fait, l'écosystème de la franchise, et c'est important de le connaître et en fait de solliciter les gens qui ont le savoir et les compétences. Et il y a souvent dans les podcasts que je tourne, il y a un aspect qui revient souvent, c'est l'aspect finance, c'est-à-dire on parle souvent du business plan, etc. Mais d'avoir, tu vois, comme on est sur un métier de centimier quand même, donc on peut pas, tu vois, Beaumaillé, il me racontait après un peu de hors podcast, mais sur le fait que tu vois, au début, il pesait pas forcément bien la viande, donc du coup, en fait, tu te rends pas compte, mais tu perds une fois 3 centimes, 4 centimes, 5 centimes, parce que c'est pas tout le temps le même steak, mais en fait, à la fin de l'année, le 4 centimes, c'est tourné en un chiffre d'affaires vraiment important perdu, entre guillemets. Vous, j'imagine que vous avez quand même le truc de bien couper les mêmes cubes à chaque fois. Du coup, cet aspect finance, est-ce que entre Alban et toi, il y en avait un de vous deux qui l'avait, ou le troisième avec Yann, ou comme tu as dit, c'est quelque chose sur lequel vous avez misé sur l'externe Alors en fait... ou pas du tout même, peut-être vous... quand on a commencé à bosser au 1745, nous, nos fournisseurs, franchement, ils hallucinaient. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu proposes 40 produits à ta carte, que les gens payent une portion entre 3 et 5 euros, en fait, tu peux pas te permettre de leur donner 30% de plus ou 30% de moins. Parce qu'il faut évidemment que les gens, ils achètent le produit. Donc, si tu leur en donnes trop, en fait, ils achètent pas. Donc, tu leur donnes et donc tu t'en sors pas. Et à l'inverse, si tu leur donnes pas ce qu'ils achètent, et du coup, ils sont pas satisfaits parce qu'ils ont pas la portion qui est cohérente au prix qu'ils payent. Donc, en fait, nous, on a toujours des balances dans le resto. Et en fait, chaque portion qui tombe sur une planche est systématiquement pesée avant. D'accord, ok. Et en fait, ça, nos fournisseurs, à l'époque, ils hallucinaient. C'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est des portions de 40 grammes. Ce que je veux dire, c'est 39 ou 41, mais c'est pas 35 et c'est pas 45, quoi. Et en fait, ça, effectivement, quand tu dis qu'on est des métiers de centimiers, en fait, à la fin de l'année, quand tu as fait entre 400 et 800 000 euros de chiffre d'affaires, même 900 000 pour les plus grosses unités, il y a un moment, les 10% que tu mets en plus ou en moins, en fait, tu commences à le voir. Donc en fait, nous, on est très, très scrupuleux là-dessus. Et ce qui nous permet aussi d'être très tranquille quand les gens disent ah oui, il y a eu trop... Enfin, il y a eu trop, non, personne dit qu'il y a jamais trop. Il n'y a pas assez où les portions ont réduit. Non, en fait, ça fait 8 ans qu'on vend des portions à 40 grammes. Donc parfois le prix augmente parce que le cours du lait augmente ou que les Chinois achètent tous nos cochons, ce qui a été le cas il y a quelques années, donc on n'avait plus de viande, donc le prix augmente. Mais ce que je veux dire, chaque portion, et voilà, et ça effectivement c'est une gestion financière, mais ça fait vraiment partie du modèle. Donc ça c'est dès le début, en fait c'est ce que tu dis, dès le début vous avez mis ça en place en gros. On l'a mis tout de suite en place. Okay. Alors en fait on a de la chance, c'est que notre modèle a tout de suite bien marché. Donc en fait nous notre problématique c'était d'accompagner la croissance. On n'a pas eu se dire où est-ce qu'on va aller faire des économies, où est-ce qu'on va pouvoir mais t'aurais pu te dire, tu vois, cette histoire de 40 grammes, t'aurais pu te dire vas-y, c'est pas grave s'il y a 45, c'est pas grave s'il y a 35, etc. Ou peut-être pas 35 mais peut-être 45, 46, c'est pareil, on est à 5-6 grammes, ça se voit pas, tu vois. En fait t'as des gens qui disent que ça se voit pas, mais au final au bout d'un an ça se voit.
Et donc effectivement, il faut tenir ses marges. Parce qu'en fait, le but d'une entreprise, évidemment, chez nous, c'est de faire kiffer les gens. Il faut que les gens soient contents. Mais il y a un moment, si c'est pour faire mettre 2 ans après, faire kiffer les gens perdu, quoi. Voilà, sans argent, c'est moins kiffant. Ouais. Et en fait, à partir du moment où le prix est juste, les gens, ce que je veux dire, c'est pas un sujet. En fait, les gens, ils payent le prix parce que c'est la quantité et la qualité qu'ils veulent. Et donc ça, en fait, nous, on est hyper transparent. Et en fait, quand les franchisés viennent, on leur explique qu'en fait, c'est important parce qu'à la fin de l'année, ils vont perdre des dizaines de milliers d'euros si c'est pas ce qu'ils font. Et en fait, ils le font et ça fait partie en fait de notre accompagnement. On a des franchisés au début, tu sais, tu t'installes dans une ville, t'es pas restaurateur, tu te dis oh là là, est-ce que les gens vont venir, etc. Toi, ton rôle de franchisé, c'est de leur dire en fait, aujourd'hui, tu as 20 restos 1745 qui fonctionnent, les gens viennent. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu vas t'installer dans telle ou telle ville que les gens sont pas prêts à payer ce prix-là. Voilà. Et aujourd'hui, avec 20 restos, forcément, le franchisé se rassure en se disant il n'y a pas de raison que dans ma ville, les gens soient pas prêts à payer ça. Donc en fait, on leur conseille la quantité et le prix. Et dans l'immense majorité des cas, la totalité des cas, ils suivent nos conseils et ça fonctionne bien. Trop bien, trop bien. Écoute, le podcast va bientôt se terminer. Ça passe vite. Ouais, t'as vu, ça, c'est, à chaque fois, ça passe très vite. Mais c'était trop intéressant. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est j'essaie de diversifier à fond les concepts. J'ai fait du burger, le poulet braisé, bao, toi avec le 1745 où là je trouve qu'en plus c'est un peu la première fois on a vraiment un concept très innovant et différent qu'on voit très rarement. Donc merci pour ça. Et j'aime bien finir sur une dernière question qui est très simple, qui est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette année, sachant que tu nous as parlé qu'il y avait encore 3 projets d'ouverture, si je dis pas de bêtises. Là on a 3 chantiers en cours. Enfin dans 5 à la fin. Ouais, en fait on a le 19e, le 20e et le 21e resto qui sont en travaux. Ok. Et l'objectif, c'est 25 à la fin de l'année. Donc, on en a 4 qui sont dans les cartons. L'idée, c'est de déballer vite pour avoir sur l'étagère 25 à la fin de l'année. Donc, ça, c'est notre premier objectif. Et puis après, c'est d'aller toucher un maximum de clients avec l'offre traiteur. Ouais. Et puis, on est en train de dupliquer aussi une offre de brunch le week-end. Okay. Donc, en fait, tous les gens qui vont vouloir venir bruncher le samedi et le dimanche. Alors, brunch, ça, c'est sur la charcuterie. Ah oui, si, tu peux. Oui, mais charcuterie. Ouais, en fait, on a une offre. Il y a 80% de notre offre qui est déjà au resto. C'est-à-dire qu'en fait, tu rajoutes un œuf et tu rajoutes une viennoiserie, tu rajoutes un dessert maison qu'on a déjà. En fait, on fait déjà nos desserts maison. Et en fait, on avait déjà les éléments pour le faire. Et donc, en fait, c'est génial parce que c'est un relais de croissance aussi qui est incroyable. Les retours sont super. Les clients nous disaient quand est-ce qu'on peut venir manger une planche à midi. En fait, c'est possible maintenant à Paris, à Pigalle depuis bientôt 1 an. Et donc en fait, ça cartonne. Trop bien. Donc pareil, c'est des relais de croissance. On a des franchisés qui vont se lancer avec nous au début d'été. Et attends, juste avant qu'on termine, vous faites raclette et tout aussi ou pas du tout ? Ouais, alors ça c'est un truc incroyable, on fait de la fondue. Ok. Donc en fait le lundi de la période hivernale, on fait de la fondue limitée. Ok. Ça c'est un truc qu'on a fait dès la première année. Okay. Et en fait on se faisait exploser. Donc en fait on avait... Pareil, il n'y a pas beaucoup d'offres. En fait il n'y en a pas tant que ça, mais à tel point que en fait, la fondue limitée du 745 le lundi d'hiver, ça a dynamisé notre début de semaine, mais nous on a des franchisés, les mecs qui sont pris sur 1 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des clients qui sont obligés de réserver au bout d'1 mois pour venir. Et donc ça fait partie en fait de l'animation de la carte. Et puis en fait, on s'est rendu compte en fait à la base que les Parisiens n'avaient pas de caclon pour faire la fondue. Ah ok. Et donc en fait, on a tous l'appareil à raclette pour faire la crêpe partie. Ça, les gens sont assez équipés, mais la fondue, les gens. Pas non, mais de ouf. Non, et vrai. Donc en fait, les gens viennent chez nous pour manger de la fondue. Et puis on la râpe nous-mêmes, on la fait nous-mêmes. Et puis en fait, c'est un succès incroyable. C'est des grosses soirées, on travaille, on est content. mais vous faites que l'hiver du coup cette offre là? Ouais, on fait ça entre novembre et mars à peu près. Je suis sûr, en vrai de vrai, je suis sûr que tu la ferais même là on sait pas. Non, en plus là il fait pas très chaud et tout, en tout cas à Paris. Donc à mon avis je suis sûr qu'il y a des gens qui c'est possible. Il y a pas de saison, tu vois, pour la raclette. Comme tu disais, il y a pas de saison il y a pas de pour l'apéro, il y a pas de saison. Je pense que c'est pareil en vrai, une bonne fondue, une bonne raclette, tu auras toujours des fans qui viendront la fondue du mois d'août. Voilà. On va l'appeler comme ça. En vrai, en cas de canicule, je pense pas que tu vas faire un carton plein, mais non, mais c'est trop bien en vrai de voir comment vous diversifiez et tout entre voilà, le brunch, le traiteur, là tu parlais de la fondue, etc. Donc franchement, moi j'ai adoré tourner cet épisode. Comme tu as dit, ça passait très très vite. Mais merci à toi d'être venu. On va tous suivre
tout ce que vous faites cette année. Moi, comme je te dis, je vous suis en vrai depuis 4-5 ans sur votre développement et c'est vraiment, j'ai vu là ces derniers mois, je me suis dit, putain, mais je n'ai pas souvenir qu'il y en avait autant et je voyais en fait régulièrement des ouvertures, donc franchement, félicitations. Et voilà, encore une fois, merci d'être venu, bonne continuation et belle année 2024. Ouais, merci à toi et puis merci pour l'invitation et puis on est content de partager aussi notre expérience et puis le temps passe vite mais c'est fou comme les projets avancent. Bah trop bien. Bah franchement félicitations encore et très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao.